Allô, allô? Hello tout le monde, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présents sur le chat? J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Alors, je fais la petite introduction pour vous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. Je me dépêche parce que il y a des personnes qui sont assez pressées dans la discussion et du coup, je vais pas faire trop patienter. Donc aujourd'hui, en fait, je suis avec Unit Life et avec ONU Femmes pour parler de la malnutrition chronique et des conditions de la femme. Donc, il y aura pas mal de sujets à aborder, ça va être très sympa. Vous allez voir, j'ai fait une conversation Zoom. Je vous laisse. Pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai le son dans les oreilles. Je vous laisse découvrir ça. On va faire la présentation de toutes les personnes concernées et je vous dis à tout de suite. Merci à tous d'avoir rejoint le live. Ça fait très plaisir de voir que vous êtes présents pour ce genre d'événement. Je vais démute et je vais lancer. Et c'est bon, je suis là. Alors, je mets le zoom. Normalement, vous allez vous voir si vous regardez la rediffusion. Bonjour tout le monde. Voilà, donc vous avez toutes vos webcams avec la présentation. Recording in progress. Ah. Bonjour tout le monde, donc je suis avec Oulimata Sarr, avec Assia Sidibé et avec Madara, donc ton prénom c'est Paul-Henri. Paul-Henri, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter un à un. Et on va commencer par Oulimata. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Je suis Oulimata Sarr, la directrice régionale de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et on couvre 24 pays allant du Sénégal jusqu'à la RDC. Voilà, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Qui veut prendre la suite? Peut-être Madara? Bon, j'allais laisser la parole à Essia, mais bon. Bah, vas-y, parfait. Voilà. Bonjour, je suis Assia Sidibé, je suis la directrice du secrétariat de Unit Life et nous travaillons sur une maladie qui s'appelle la malnutrition chronique. Merci. Alors bonjour à tous, je suis Madara Lemal, champion de Côte d'Ivoire, double champion d'Afrique et de vrai nom Paul-Henri Orega. Je travaille dans la finance en Côte d'Ivoire. Champion de quoi? Champion de PES. D'accord, ok, PES. 2012. Ouais, voilà. Je pense qu'ils connaissent dans le chat. Ouais, ils connaissent. En tout cas, merci à tous d'avoir rejoint ce live et j'espère que ça vous plaira. Je pense que Oulimata a pas mal de choses à nous dire. Elle va devoir s'en aller après parce que c'est une femme qui a plein de choses à faire et qui a un emploi du temps très serré. Déjà, merci d'avoir pu être présente aujourd'hui. C'est déjà énorme et c'est génial de voir ce genre d'événement se créer sur Twitch. Je vous laisse prendre la parole. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Les 177 personnes qui sont connectées. Moi, j'ai un message et un call for action. Donc, je vais peut-être vous donner un peu de background parce que peut-être que les gamers ne savent pas qu'est-ce qui se passe à Paris le 30 juin et pourquoi on a tenu avec Assia, et Ligaya de faire quelque chose pour peut-être vous galvaniser, vous mobiliser et je vais partager avec vous quelques points. Donc, en septembre 1995, plus de 45 000 hommes et femmes, majoritairement des femmes, se sont retrouvés à Beijing en Chine. C'était la plus grande conférence de femmes et c'est encore la plus grande conférence des femmes jusqu'à aujourd'hui. Nous fêtons les 25 ans de cette fameuse rencontre parce que suite à cette fameuse rencontre, les femmes ont mis en place ce qu'on appelle une plateforme revendicative avec 12 points qui parlaient de santé, de la reproduction, d'éducation, d'autonomisation, de la petite fille, de nutrition. Tous les sujets étaient sur la table. Et en 2020, c'était les 25 ans et tous les pays ont fait des rapports pour dire est-ce qu'on a avancé sur les droits? Est-ce qu'on a avancé sur la représentativité? Et surtout, est-ce qu'on a avancé sur tout ce qui est ressources? Donc, en anglais, nous, on appelle ça les 3 R, Rights, Representation and Resources. Donc, voilà un peu le background.
pourquoi nous faisons Generation Equality. Le 30 juin, à Paris, le président Macron reçoit le secteur privé, les gouvernements, certaines organisations de la société civile, des associations, pour faire le point et surtout prendre de nouveaux engagements pour les 5 prochaines années. Et pour avoir ces preneurs d'engagement, on a besoin de tout le monde. Et on a besoin aussi de cette communauté de gamers passionnés par le gaming, mais on aimerait aussi que vous utilisiez votre plateforme pour un peu amplifier nos voix, amplifier nos combats, amplifier ce message que notre désir très fort d'un monde plus juste. Je pense que voilà un peu mon message. Donc moi, j'ai 5 points à partager avec vous. D'abord, nous devons relever le défi de l'éducation, particulièrement sur le continent africain. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne dirais même pas le continent, le monde entier. Vous vous souvenez de Malala, les 210 personnes qui sont connectées. Malala Youssef, prix Nobel de la paix, a reçu une balle dans la tête parce qu'elle allait à l'école, elle était du Pakistan. Si vous vous souvenez de Chibok Girls, Bring Back Our Girls, la fameuse campagne, 200 et quelques filles, 214, enlevées à l'école au Nigeria. Et je demande toujours aux gens, qu'est-ce que ces deux événements ont en commun? Malala Youssef se fait tirer une balle à la tête en allant à l'école et des filles se font enlever en étant à l'école. Il y a des personnes dans ce monde qui sont convaincues que les filles ne doivent pas aller à l'école. Et en leur faisant peur, par leur extrémisme, c'est sûr que les familles vont commencer à les garder à l'école. Donc nous devons ensemble relever le défi de l'éducation et on compte sur vous en tant que gamers pour amplifier ce combat-là. Nous devons relever le défi de la pauvreté et particulièrement de la nutrition. Et je pense qu'Asia aura l'occasion d'en parler, particulièrement dans le Sahel. Vous savez que la France est sur le théâtre des opérations avec l'opération Barkhane, en train de faire face aux des forces maliennes et du Sahel contre l'extrémisme violent. Et dans tout ce climat de tension, de terrorisme, de changement climatique, nous avons des enfants qui sont chroniquement mal nourris. Et aujourd'hui, nous essayons de créer une coalition autour de cette malnutrition, pour que ça ait beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de ressources et beaucoup plus d'engagement. Donc, c'est ça un peu notre axe. Nous devons relever le défi de la représentativité. C'est un défi que nous avons encore et je suis sûre que c'est un défi que vous avez dans le monde du gaming, qui j'ai appris est essentiellement dominé par des hommes. On a quelques stars comme ça, comme Lee Gaia, qui arrivent à un peu briser ce qu'on appelle ce plafond de terre, ce sticking ladder. En fait, on appelle même tout ça un plafond de verre, on appelle ça un plafond de ciment, concrete. Voilà. Donc, Paul Henry, on a besoin de quelques champions pour vraiment soutenir nos femmes dans le gaming et qui aujourd'hui nous offrent cette plateforme. Donc, la représentativité des femmes dans toutes les sphères et vraiment dans tous les domaines, c'est un cœur. Nous avons besoin de relever le défi des ressources. Tout le monde, à travers le monde, nous dit que l'égalité des sexes, le genre, c'est important. Mais aujourd'hui, vous allez regarder les investissements du gouvernement, que ce soit en France ou ailleurs, ce sont vraiment des investissements marginaux. Donc, on a besoin de vous. On a besoin des jeunes, surtout à travers vos différentes plateformes où vous avez vraiment cette capacité de mobilisation organique, de nous aider à vraiment mettre en avant ces besoins de ressources dont Unit Life, Unifam, d'autres organisations, ces ressources dont on a besoin pour pouvoir changer la donne et surtout atteindre nos objectifs. Moi, j'ai un appel à lancer à nos hommes. Comme Unifam, on les appelle nos Hifoshi, nos luttes pour elles, sont vraiment ces hommes champions qui n'ont pas peur de s'engager pour des causes, qui n'ont pas peur de dire, moi, je soutiens ma femme, je soutiens ma fille, je soutiens ma sœur. Et à travers ma plateforme, aussi bien professionnelle que dans mes loisirs, moi, je suis un homme engagé. Je pense que Paul Henry en fait partie, puisqu'il a bien voulu son temps vouloir être avec nous pour parler de nutrition, mais aussi pour parler d'égalité, des chances
Pour nous, Génération Égalité, c'est vraiment l'égalité des chances pour les filles, les garçons, les hommes et les femmes. Les chiffres nous montrent qu'il faudra attendre peut-être 100 ans, 170 ans pour réduire ces écarts qu'il y a entre nous et les hommes. Et je pense qu'en tout cas, votre génération, il est hors des questions qu'on attende 100, 170 ans pour faire ça. Le dernier point que je lance, appel que je lance aux féministes ou aux féministes en herbe, il faut voter. Toutes les joutes électorales sont importantes. Si toutes les femmes, on aurait plein de femmes présidentes, on aurait plein de femmes au niveau des collectivités territoriales. Cette carte de vote avec vous, il faut la jouer et il faut la jouer dans le bon sens. Et voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Je vais suivre un peu le reste des conversations et au fur et à mesure, je partirai peut-être sur la pointe des pieds. Mais merci beaucoup de nous accueillir et de nous laisser cet appel avec vous à cette communauté de 235 gamers qui sont en train de nous écouter. Merci beaucoup pour ce discours. Je vais remettre un peu les points sur les i pour le chat parce que c'est vrai que c'est assez nouveau pour eux, qu'ils sont un peu perdus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? Alors déjà, je vais demander un énorme respect parce qu'aujourd'hui, c'est des combats qu'on devrait tous mener et j'aimerais ne pas avoir de manque de respect dans le chat pour ces personnes qui se battent au quotidien pour l'égalité, pas forcément 100% femmes, mais pour l'égalité de l'humain en fait dans le monde et aussi pour la nutrition de l'enfant, c'est quand même quelque chose de très important. Mais aussi aujourd'hui, pourquoi on parle de ça? En fait, on va un peu sortir de notre quotidien, on va un peu quitter ce monde du gaming dans lequel on a l'habitude d'être plongé pour un peu se renseigner sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, quelles sont les choses importantes dont on ne parle pas forcément et comment on peut combattre ça. Donc aujourd'hui, on ne va pas demander quelque chose, une aide financière, mais juste en fait apporter de l'information. Au travers de personnes comme Asia ou Limata ou Madara qui ont l'expérience déjà sur le terrain. Je sais que vous êtes attendez, j'ai pris la note de l'endroit où vous êtes en direct. Non, mais alors Ligaya, comme je suis encore là, si tu veux continuer. Oui. Je vois certains commentaires. Vraiment, on est des gamers. Dans le gaming, c'est la performance. Bon, je suis un peu sceptique, silver, etc. Moi, je suis très intéressée quand je vois des commentaires comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons un monde plus juste, quel que soit votre domaine de loisir, je pense qu'il est important que cette diversité et cette inclusion fassent partie de votre jeu. Et comment quelqu'un demande qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Moi, je pense qu'il faut créer un pipeline. Il faut que les filles et les garçons s'intéressent au gaming et que tout le monde puisse trouver sa place. Et c'est pour cela qu'il faut aussi des rôle models. Moi, je pense que l'IGA est très important puisque ça permet à des jeunes filles, comme ma fille de 20 ans, de savoir qu'on peut être une super gameuse dans ce monde qui peut-être est dominé par les hommes. Donc aujourd'hui, c'est une conversation intéressante. Je sais que c'est une question de performance, parce que pour gagner, il faut être au top. Donc, il y a des facteurs. Mais n'oubliez pas que le gaming, c'est aussi un jeu. On aimerait que nos filles de 5, 6, 7 ans, les enfants de Asia, puissent sentir que c'est un monde inclusif et puissent participer parce qu'il y a des femmes dedans. Donc ça, je tenais à le lire les commentaires. Tout à fait. Donc, c'était mes voilà. Et puis, il faut préciser aussi que le gaming, c'est pas forcément de l'e-sport. On n'est pas tout le temps dans la recherche de performance. On peut aussi profiter, s'amuser. Moi, par exemple, je vais pas chercher à être la meilleure de France. Je suis là pour partager, pour passer un moment sympathique. Et ça fait pas de moi quelqu'un moins légitime de jouer aux jeux vidéo. Il y a aussi ça à prendre en compte. Voilà. Est-ce que on commence à parler de qu'est-ce que la malnutrition, ou est-ce que vous avez un planning des... J'aimerais bien entendre Madara avant de parler de malnutrition, parce que là on est rentré dans la représentativité là, hein, Paul-Henri? Effectivement. Ce que moi je pourrais dire au niveau de la représentativité de la femme dans le monde du gaming, il est encore très peu représenté.
C'est vrai, c'est quelque chose qui a été prouvé, très peu représenté. Mais surtout en Afrique, ce n'est pas encore vraiment accessible à la femme, surtout compétition, vraiment aux compétitions de haut niveau. C'est quelque chose qui est désagréable, hein. C'est vraiment dommageable. On a pris en compte sur nos prochains événements. On essaie déjà de pouvoir essayer de recruter, retrouver ces femmes-là, ces jeunes demoiselles-là, qui aiment aussi la pratique du gaming, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir exposer ce plein talent-là au niveau de nos compétitions. Ce que nous avons remarqué, c'est que c'est vrai que les femmes, en général, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, et dans les pays où je suis parti pour les compétitions de gaming, elles ne, se, elles ne sont pas vraiment sur les consoles de jeu, mais plutôt sur les mobiles. Les plateformes mobiles qui leur permettent de mettre en évidence tous leurs atouts au niveau du gaming en général. Donc, nous, on pense vraiment, à notre niveau ici, d'axer les compétitions de jeux vidéo sur ce genre de plateforme-là. Pouvoir récupérer la tranche de population féminine qui en grande majorité joue sur les téléphones, les iPads et tout, pouvoir mettre en place une institution, une compétition qui pourra en fait, effectivement les mettre au même plan d'égalité que les hommes. C'est vraiment un projet, un gros projet, parce qu'il faudra retrouver les jeux qu'elles aiment. On a déjà noté quelques jeux qu'elles aiment et tout, mais en plus pouvoir les inciter à venir, parce que c'est encore un cercle vraiment fermé pour les hommes. Donc pouvoir conscientiser, leur faire comprendre que c'est vraiment pour tous les gens, hein, hommes et femmes. Donc elles ont vraiment leur place dans ce secteur d'activité-là. Et ce serait vraiment pour elles un élément primordial qui pourra être la base, bien le socle des événements à venir pour les femmes au niveau du gaming. J'ai une petite question suite à ça. Tu expliquais qu'il y avait très peu de femmes et que c'était pas encore accessible. Dans quel sens c'est pas accessible? Dans le sens où les hommes n'ont pas la confiance de cette. Est-ce qu'elles doivent prouver 2 fois plus qu'elles peuvent jouer aussi bien, ou est-ce qu'elles n'osent pas tout simplement parce que il n'y a pas encore cette image de la femme gameuse, en tout cas là où tu vis? C'est un peu des deux. Il y a une forme de stéréotype par rapport à cela. Un, d'abord, c'est vraiment masculin, macho. Donc, déjà, voir un homme, ici en tout cas en Afrique, déjà voir une femme qui vient, qui dit ben, je suis aussi plus forte que ça, que toi, par exemple, au niveau de tel ou tel jeu. D'un premier abord, il va se dire non, mais bon, elle a sûrement pas le niveau, parce qu'on ne voit pas dans les compétitions et tout. Mais ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a des femmes, moi je connais des demoiselles et tout, qui ont un excellent niveau, mais qui se disent que, par exemple, aller à une compétition de jeux vidéo, elles ne vont rencontrer que des hommes, elles sont dans un environnement des hommes, peut-être ils seront en train de la charrier, il y aura peut-être des choses qui ne vont pas lui plaire. Donc, elles préfèrent rester, par exemple, chez elles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir conscientiser ces femmes-là, conscientiser aussi les hommes, pour qu'ils revoient aussi leur approche au niveau des femmes dans le gaming, afin que plus tard on puisse insérer au fur et à mesure des femmes sur des compétitions typiquement d'hommes. Par exemple on a des jeux de combat, des jeux de foot, des jeux de trucs de basket et tout. On ne voit pas de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Moi, j'ai eu à superviser, à voir des compétitions amicales qui ont été faites par certaines associations au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on a vu effectivement qu'il y avait des femmes qui jouaient aux jeux vidéo et aux jeux de combat. Donc, on s'est dit, tiens, il y a des femmes qui jouent. Donc, peut-être si on partait dans ce sens-là, faire la promotion de ces femmes-là. Au niveau de certains jeux, ça peut les inciter à des compétitions nationales qui sont organisées par certaines sociétés et par des entités, des organismes comme nous ici en Côte d'Ivoire, à venir participer à ces événements-là. Mais c'est vraiment faire une sensibilisation au niveau des femmes et des hommes. C'est dans les deux sens. Hein. Parce qu'il faut effectivement que les hommes changent leur manière de penser pour dire que les jeux vidéo c'est pour les hommes, les trucs de foot c'est pour les hommes, le basket et combat c'est pour les hommes. Il faudrait déjà qu'on leur fasse comprendre que le jeu vidéo, il est accessible et il est fait pour tout genre, hommes et femmes. Les femmes, il faut qu'on les fasse comprendre que c'est vrai qu'il y en aura forcément en majorité les hommes au niveau des compétitions, mais vous avez tout le temps votre place dedans pour venir participer, qui même peut-être même remporter des compétitions. Ça nous ferait plaisir de voir une femme remporter une compétition majeure qui est complètement majeure et qui est complètement représentée par des hommes. Ce serait vraiment un grand événement en Côte d'Ivoire ici. Mais pour cela, il y a plusieurs étapes, plusieurs points, plusieurs matchs, comme on dit step by step,
plusieurs étapes à mettre en place. Et puis, on espère qu'à l'avenir, on verra un peu plus de femmes dans nos compétitions nationales et africaines en général. Oui, parce que c'est vrai que si on parle de sport pur et dur, il y a quand même une différence majeure, ce serait Voilà. la carrure. Dans les jeux vidéo, on n'a pas du tout cet aspect-là, en fait. Il y a que le cerveau et à ce que je sache, je Voilà, pense qu'on est égaux là-dessus, j'espère. c'est ça en fait. Donc oui, bien sûr. Je pense qu'on va pouvoir, on va couper cette Avant, parenthèse. Asia, tu vas me pardonner. Je vois dans le chat des gens qui demandent mais c'est quoi ONU Femmes, what's the fuck? Okay, je vois. Bon, c'est sûr, hein, votre environnement là. Ok, ben, je vais prendre Oui. mes 2 secondes pour dire c'est quoi ONU Femmes et après Asia va parler de Unit Life. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être plus jeunes. Les Nations Unies, tous vos pays sont membres. Hein, on a 193 pays qui font partie du système des Nations Unies, comme on les appelle. Et c'est ce fameux système des Nations Unies où il y a le Conseil de sécurité, etc. Alors, dans le système des Nations Unies, il y a des agences qui ont des mandats. L'UNICEF s'occupe des enfants, UNFPA s'occupe de la population. Et en 2010, le secrétaire général des Nations Unies, avec les États membres, a décidé de créer une entité qui s'appelle ONU Femmes et qui a pour entité l'autonomisation et l'égalité des sexes. C'est une entité parce que justement, personne n'était le porte-étendard de ce mandat-là. Et tout le monde faisait un peu de femmes, un peu de gender mainstreaming, comme on dit, mais sans beaucoup de résultats. Aujourd'hui, nous sommes une agence, plus de 4000 personnes à travers le monde, presque autant de bureaux. Et notre mandat, c'est de regarder dans tous ces pays-là où sont les inégalités sur les violences faites aux femmes, sur l'accès au financement, sur quelles sont la représentativité, est-ce qu'elles sont au Parlement, est-ce qu'elles sont ministres. C'est tout ça qu'on est obligé d'aider les États à mettre en place. Vous avez par exemple en France un gouvernement paritaire, mais vous avez aussi des pays où il n'y a presque pas de femmes au gouvernement. Donc, peut-être que vous avez la chance d'avoir un certain nombre de choses. Par exemple, les compagnies qui sont listées au CAC 40 doivent mettre des femmes au niveau de leur conseil d'administration. D'autres pays, vous vous retrouvez avec des conseils d'administration avec 0 femme là-dessus. Donc, vraiment, notre call for action aujourd'hui, c'est vraiment de vous ouvrir les yeux sur un monde plus juste, un monde où tout le monde a les mêmes opportunités, qu'on ne reste pas peut-être juste entre nous. Et les femmes aujourd'hui, que ce soit Ali Gaïa et tous nos hommes comme Paul-Henri, nous disent qu'il faut avoir un regard un peu différent sur le monde, quel que soit votre loisir, parce qu'aujourd'hui on parle de gaming, j'aurais pu être avec des basketteurs ou des basketteuses ou même des footballeurs et on aurait eu la même conversation. Donc c'était juste pour répondre à quelques personnes qui se disent mais qu'est-ce que cette conversation de ouf aujourd'hui? Mais moi je tiens à féliciter Lydia qui a eu le courage d'utiliser sa plateforme et d'avoir 228 personnes aujourd'hui qui ne serait-ce que viennent écouter. On va pas peut-être convaincre tout le monde, mais je pense peut-être que vous partirez peut-être avec quelques idées et vous prêterez peut-être un peu attention. Merci je donne beaucoup. la parole à Asia, j'arrête pas de te couper. Regarde les commentaires. Non, mais c'est une très bonne chose. Ah, je crois qu'elle trouve pas le micro. Et en mute, Asia. Ouais. C'est bon. Oui, je suis là. Tu m'entends, Ligaya? Oui, c'est bon. Okay. Super, merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis venue aujourd'hui pour parler d'une maladie qui s'appelle la malnutrition chronique. C'est une maladie qui touche près de 150 millions d'enfants dans le monde, alors qu'elle est complètement évitable. Et juste en fait, pour expliquer aux personnes qui sont là, il y a 223 personnes aujourd'hui maintenant sur le chat, c'est que en fait, c'est une maladie qui se développe pendant les 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, une fois que l'enfant est conçu dans le ventre de la maman jusqu'à ses 2 ans de vie, parce qu'il n'a pas accès aux nutriments essentiels. Donc, tout simplement parce que la maman ne mange pas assez bien. Elle mange pas, disons qu'elle mange peut-être juste du riz ou juste des céréales, mais son alimentation n'est pas assez diversifiée. Donc, il n'y a pas assez de fruits, de légumes et d'aliments d'origine de viande. Et l'enfant naît, tout se passe bien. Mais seulement à partir de ses 2 ans de vie, on se rend compte que l'enfant est petit. Donc, petit à petit, il y a du retard de croissance qui se développe. Et puis, parce qu'on ne mange pas assez bien, alors que pendant justement les 1000 premiers jours de la vie,
70% des connexions du cerveau se développent. Ce qu'on remarque, c'est que ce sont des enfants qui vont être en échec scolaire, qui vont avoir du mal à se concentrer, qui vont avoir du mal à apprendre. Et après, quand ils vont travailler, ils vont être moins productifs, ils vont être moins concentrés. Tout simplement parce que pendant cette fenêtre essentielle, je ne sais pas si vous savez, de ces 1000 premiers jours, on ne mange pas assez. Et d'ailleurs, en France, il y a un accent qui est fait maintenant sur les 1000 premiers jours, il y a une politique des 1000 premiers jours. Mais comme je disais tout à l'heure, cette maladie, elle touche près de 150 millions d'enfants dans le monde. C'est un enfant sur 5, 20% des enfants dans le monde. Et dans certaines régions, c'est un enfant sur 3, voire un enfant sur 2. Et c'est tout simplement évitable avec une bonne nutrition pendant les 1000 premiers jours. Et la raison pour laquelle on est là, c'est que Unit Life, justement, a été créé pour ça, pour un peu mettre plus de visibilité sur cette maladie, parce que c'est l'une des plus répandues du monde, mais pourtant personne ne connaît. Je parie que si on fait un petit sondage, on verra que très très peu de personnes avaient entendu parler de cette maladie des 1000 premiers jours. Les motos, si vous pouvez faire un poll pour savoir. Le problème, c'est que c'est un sujet invisible. Et comme tout sujet invisible, il est impossible à résoudre si les gens ne savent pas. Et donc, l'objet, c'est un peu de parler de la malnutrition chronique pour que déjà des gens comme vous soient au courant et ensuite permettre de faire bouger la société sur des enjeux comme ça. Ah, j'ai une excellente question de Ziliane qui demande, est-il possible d'inverser les problèmes après les 1000 premiers jours ou est-ce que c'est irréversible? C'est une excellente question. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, sans que moi, ça va tellement vite, Ziliane, moi personnellement, c'est pour ça que j'étais en Afrique et je suis rentrée en France pour travailler sur cette maladie parce que c'est irréversible. Une fois que ces 1000 premiers jours sont passés, on ne peut pas complètement rattraper ce qu'on a perdu. Alors que si on peut le prévoir, c'est prévisible, mais par contre, après les 1000 premiers jours, c'est trop tard. Donc voilà pourquoi c'est vraiment un sujet majeur. Et comme je l'ai dit, vous avez entendu les nombres, 150 millions d'enfants qui deviennent en fait, après, des adultes malnutris chroniquement. Donc même si ça ne se voit pas, ils ressemblent à tous les adultes du monde, et ben, ils ont moins de capacités que les autres. Ça fait partie des maladies fantômes, en fait, qui sont moins pris au sérieux parce que justement, il n'y a pas d'énormes effets visuels qui seraient impressionnants. Et d'ailleurs, on a Toms qui dit, pour avoir fait des études en diététique, on n'en parle presque pas durant le cursus. Est-ce que c'est quelque chose qui manque dans le monde, ce renseignement sur la malnutrition? Parce que visiblement, c'est quelque chose d'important quand même. Ouais, mais moi, je pense que c'est le nœud du problème. Parce que, justement, comme j'ai dit, si vous regardez des enfants qui sont atteints de malnutrition chronique, vous allez voir qu'ils sont juste plus petits de taille, mais ils n'ont pas l'air maigres, ils n'ont pas l'air malades. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est que tu peux avoir, par exemple, des communautés entières dans des villages entiers où ils sont tous malnutris, chroniques, mais comme ils sont tous pareils, eh ben, on ne sait pas, ou bien on n'en parle pas. Et puis, vous savez, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser de l'argent pour répondre aux besoins. Alors que quand on montre, par exemple, des photos, et par exemple aujourd'hui, si je vous montre une photo d'un enfant malnutri, vous allez dire, il n'a pas de problème. Donc, c'est pour ça, d'où l'importance, et je pense que ce qu'il dit Tom, c'est vraiment important, le fait qu'on n'en parle pas du tout. Tu fais des études de diététique, on n'en parle presque pas, et oui, c'est dramatique. Donc, je pense que c'est vraiment important, et c'est pour ça qu'on est venu vers vous, et merci Ligaya, vers ta communauté aujourd'hui, parce que on pense justement, nous à Unit Life, qu'en allant vers des personnes comme vous, je pense engagées, quelle que soit l'avis des gens, vu les commentaires que j'ai vus depuis le début, c'est quand même des gens qui ont des avis, qui sont engagés. Ça permet de faire bouger la société, ça permet de faire bouger le leadership. Et une fois qu'on met plus de visibilité dessus, ensuite, on peut mobiliser plus d'argent pour répondre aux besoins. Alors, Asia. Pardon, excuse-moi, Paul-Henri, il y a une super question sur les Nations Unies. Quelqu'un veut savoir si on est des volontaires ou nous sommes des bénévoles. Staff. Ah oui, oui. Des bénévoles, voilà. Alors, il y a les deux. Moi, avant d'être aux Nations Unies, j'ai travaillé pour la Banque mondiale. Donc, moi, je suis un staff à temps plein des Nations Unies et je déroule des programmes, multi-million-dollar programmes à travers le monde. Mais nous avons aussi une communauté de volontaires. Et d'ailleurs, je vais mettre ça dans le chat. Pour tous les jeunes qui ont envie de faire du bénévolat, aussi bien en France qu'ailleurs,
il y a un site qu'on appelle unv.org, UN Volunteer, actually, c'est ça que ça veut dire. Et ça vous permet de vous engager en ligne, en présentiel, dans d'autres pays. Moi, j'encourage les jeunes à voyager, à voir le monde. Moi, j'ai reçu au niveau du Sénégal des volontaires de France, d'Italie, d'Espagne, qui sont venus passer 1 an avec nous, qui sont allés au nord du Sénégal voir des programmes que nous couvrons, soit sur l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Donc moi, je demande aux jeunes de vous engager, ça vous permettra déjà de voir du monde. Et si vous avez aussi envie de faire carrière au système des Nations Unies, ben, allez sur impactpool.org, je vais mettre tout ça dans le chat. Merci. Et ça me fait plaisir de voir que certains jeunes sont intéressés par ce qu'on fait. Et c'est des carrières qui sont tout à fait possibles au-delà du gaming et de vos loisirs. Voilà. Merci. Et je pense que Oulimata, elle aime tellement l'échange qu'elle devait partir, mais elle est encore là. D'être encore là. Asia, moi, j'ai 2 questions qui sont posées par un de mes collègues ici. Parce qu'il entend, je suis aussi en direct là. Il me demande est-ce qu'il pourrait savoir la cartographie des pays les plus touchés par la malnutrition chronique, et aussi en deuxième volet, est-ce que c'est pas un sujet, est-ce qu'il n'y aurait pas un impact direct sur les pays en voie de développement? Bah écoute, déjà c'est une très bonne question. La plupart des pays, bien évidemment, quand on parle de cette question de bien manger, une alimentation diversifiée, moins on a d'argent et plus on est touché. Donc effectivement, les pays les plus touchés, quand on fait la moyenne globale, les 150 millions d'enfants de moins de 5 ans, ça fait un enfant sur 5, donc 20% de tous les enfants. Les pays les plus touchés, c'est les pays qui sont en Afrique subsaharienne. Et bon, pour le cas de ton pays, la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est autour de 20% de taux de malnutrition chronique. Ça veut dire qu'un enfant sur 5, il y en a forcément un autour de toi, alors va être touché par la malnutrition chronique. Il y a des pays, par exemple dans le Sahel, tout à l'heure vous avez un peu parlé, je regardais le chat de la situation dans le Sahel, au Mali et tout ça. Les taux peuvent monter à un enfant sur deux ou un enfant sur 3 en fonction du pays. Mais il y a aussi l'Asie, il n'y a pas que l'Afrique. En Asie du Sud, l'Inde est le pays en nombre, en valeur, qui a le plus de pays touchés. Et puis les pays d'Asie du Sud-Est également sont extrêmement touchés. Il y a un autre pays, c'est le Guatemala, en Amérique Sud, qui est le pays qui a le plus d'enfants en valeur. Je pense que je ne sais plus le chiffre comme ça, mais un enfant sur 2. Bien un enfant sur 2. Donc oui, c'est vraiment un sujet global, effectivement. Et ta deuxième question, c'était quoi déjà? C'est si c'est lié à la pauvreté, c'est ça. Et ben oui, par rapport à ce que je viens de dire, effectivement, même par rapport à le potentiel de développement. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui a mis, oui, c'est Ziléane, c'est bien ce que je pensais, de telles carences durant un temps si long doit impacter d'une manière trop sévère le corps. Le corps, mais ça va jusqu'en fait à l'économie de la société. Puisque les ressources humaines, nous les hommes, c'est nous qui travaillons pour que la société puisse se développer. Donc plus on a de ressources humaines qui ont pu exploiter leur plein potentiel quand elles étaient enfants, donc plus les enfants ont eu la chance d'apprendre, de se développer, et plus on aura de développement dans nos pays. Donc effectivement, c'est un sujet très grave, moi je pense personnellement, parce que c'est un sujet qui va, voilà, on est, déjà c'est une injustice à la naissance, on est, et ensuite toute sa vie, ça va nous suivre jusqu'à notre mort, et puis et ça va pénaliser pas juste la personne qui est atteinte, mais tout le pays. Il y a Pentix qui pose la question, est-ce que le véganisme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une mode, mais il y a un énorme mouvement de personnes qui sont de plus en plus touchées par la cause animale et tout ça, qui vont se mettre au véganisme. Est-ce que ça peut avoir un impact parce que on sait plus vraiment comment manger et du coup on va essayer des choses et pas forcément bien parce que on n'est peut-être pas assez renseigné. C'est une question difficile et puis en même temps c'est une question hyper polémique. Oui, c'est ça. Oui. Et ce qui est important, c'est que l'alimentation soit diversifiée, que l'enfant ait accès aux vitamines et aux nutriments essentiels pendant les 1000 premiers jours. Donc, les bonnes vitamines, les nutriments du fer, du zinc, de la vitamine A, de la vitamine E, etc. Moi, personnellement, je n'ai pas spécialement d'avis sur le véganisme. Je pense que l'essentiel, c'est d'arriver à avoir ces nutriments essentiels pour pouvoir atteindre son plein développement. Et après, j'ai envie de te dire aussi que
c'est quelque part, c'est presque une mode et c'est pas le sujet forcément dans les pays les plus touchés. Oui, Parce que bien dans les sûr. pays les plus touchés, tu vas C'est pas avoir une histoire de peut-être choix. dans les communautés les plus touchées, voilà, peut-être que les gens vont manger prioritairement du mil, de la bouillie de mil le matin et le midi. Et voilà, ils vont pas se poser la question parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc du coup, là, on a bien vu qu'est-ce que t'est la malnutrition chronique, qui ça touchait le plus, mais surtout dans ce développement, on voit bien que ce sont les femmes du coup qui sont directement touchées les premières parce que c'est elles qui vont alimenter l'enfant les 1000 premiers jours. Quel est donc l'action que vous faites, vous, pour accompagner ces femmes qui vont nourrir leurs enfants et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour changer ça? Je vais commencer. Et puis, est-ce que Olimata est toujours là? Si elle est toujours là, Oui. elle va aussi parler. Nous, en tout cas, au niveau de Unitlife, on s'est dit, alors, cette question de la malnutrition chronique, il y a plusieurs façons de la résoudre. La malnutrition, ce qui se fait souvent, surtout dans les situations de crise où il y a des réfugiés, où il y a des enfants qui ont besoin de nourriture tout de suite, c'est des sachets, par exemple, nutritionnels complémentaires qu'on donne aux enfants pour qu'ils aient injecté les différentes vitamines et les différents minéraux essentiels dont ils ont besoin. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, si on veut le faire sur le long terme, et surtout nous, au niveau d'Unitlife, on veut essayer d'amener aussi le secteur privé, les entreprises, les industries comme les vôtres et tout, à nous suivre. Il faut être réaliste. Les gens, ils vont pas toute leur vie donner de l'argent pour d'autres gens. On s'est dit, OK, qu'est-ce qui est au cœur du problème et comment on peut le résoudre? Au cœur du problème, c'est la femme. Parce que la femme, déjà, c'est elle qui va faire une grande partie dans les régions la cuisine pour nourrir son enfant et la communauté. Mais en plus, les endroits qui sont les plus touchés, c'est des régions agricoles où il y a beaucoup d'agriculture. Et on ne le sait pas souvent, mais souvent, il y a 50 à 60% des femmes qui sont des petites agricultrices. Donc, elles vont au champ aussi, elles ont des plantes, enfin, elles récoltent et elles mangent ce qu'elles font et elles vendent également. Mais on sait aussi que quand la femme a plus d'argent, la chose la plus importante qu'elle fait, dès qu'elle a plus de revenus, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va l'investir dans l'éducation, la nutrition et la santé de son enfant. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les hommes, mais je dis que les études ont prouvé que c'est les 3 sujets prioritaires sur lesquels la femme va s'engager. Donc, on s'est dit, OK, donc il faut qu'on travaille à trouver des solutions qui vont permettre que les femmes aient plus de revenus. Et comme elles sont dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce qu'on peut faire, c'est de réfléchir à des solutions qui vont être intelligentes pour permettre, par exemple, des petites entreprises qui sont menées par des femmes, qui leur permettent d'être plus indépendantes, d'avoir plus un pouvoir de décision, de décider comment elles peuvent dépenser leur argent, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille. Il y a plusieurs solutions plus ou moins techniques. Ligaya, on a un site internet. J'ai vu aussi que quelqu'un a demandé comment on peut s'engager. Il s'appelle unitlife.org. D'accord, je vais le poster. Merci. On peut aller regarder les projets. On peut donner si on a envie de s'engager parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé. On peut donner financièrement. On peut donner ses idées. On peut donner, comme toi tu le fais aujourd'hui, sa plateforme. Et voilà. Unitlife.org, c'est ça, hein? Unitlife.org. Ok. Je charge. Ok, donc c'est bon, je vais vous poster. En plus, ce que tu es en train de dire, en fait, je pensais qu'il y aurait aussi des programmes de formation pour pouvoir permettre à ce que la femme devienne un peu plus autonome et aussi des sensibilisations au niveau des populations locales et villageoises, surtout parce que là-bas, la femme, elle n'est pas faite, comme tu l'as dit, là, pour aller à l'école, elle est faite pour aller au champ, pour nourrir sa famille, effectivement. Donc, comment arriver à sensibiliser ces populations-là, surtout ces pères de famille ou de dynastie, qui ont encore en eux l'ancienne mentalité qui sert à ce que la femme soit un instrument, si je peux dire ainsi. Pouvoir arriver à sensibiliser ces personnes-là pour permettre, afin qu'elles puissent donner un accès vraiment, même si ce n'est pas vraiment équitable, mais un très bon accès à ces femmes-là pour qu'elles puissent vraiment acquérir de la formation,
vraiment des diplômes ou des formations qualifiantes qui leur permettront d'avoir de l'argent, effectivement, qu'elles pourront réinjecter sur leur famille à travers la nutrition, la santé et plein de choses comme ça. Oui, c'est très important ce que tu dis. Par exemple, au niveau de la sensibilisation, parler aux hommes, aux chefs de village, aux chefs de communauté. Nous, par exemple, pour donner un exemple, on a un projet au Niger. Et dans ce projet, avec ce partenaire qu'on a, il y a une approche très intéressante où ils font 12 semaines de sensibilisation. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des réunions. Ils font des réunions des femmes, toutes les femmes en âge de procréer, des femmes qui ont des enfants, des femmes qui ont des petits-enfants. Ils font aussi des réunions des hommes, des chefs de famille. Et puis, ils font aussi les réunions des chefs de la communauté. Ils font ça pendant 5-6 semaines et après, ils les amènent tous ensemble pour discuter tous ensemble de ce qu'ils ont appris au niveau de la sensibilisation, de comment il faut manger. Enfin, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais par exemple, il y a une question qui est très, très intéressante, très importante pour la malnutrition, c'est la question de l'allaitement. Je ne sais pas si ça va intéresser. Si, bien sûr, bien sûr. Ouais, je peux pas. Mais l'allaitement exclusif, pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant, c'est très important parce que l'enfant, il va du coup avoir les anticorps de sa maman en buvant le lait de sa maman. Alors qu'il y a plein de croyances où, par exemple, on dit non, non, il faut donner un aliment différent à son enfant, il faut introduire, je sais pas, de l'eau, il faut introduire du miel, il faut introduire ces céréales-là, etc., etc. Et ça a un impact sur la nutrition. Donc, tout ça, c'est des sujets qui sont discutés. Et aussi essayer de sensibiliser un peu les hommes à cette question aussi, parce que souvent aussi il y a la belle-mère qui est là, qui aussi a la pression familiale, la famille vit tous ensemble, c'est des traditions, c'est des cultures. Donc c'est un travail de longue haleine et on voit que donc, plus on parle aux gens, plus on leur explique. Même en France, c'est la même chose. Dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Moi, quand j'ai eu mon bébé jusqu'à 6 mois révolu, c'est ça. Il y a quelqu'un qui demande ce que c'est jusqu'à 6 mois. C'est jusqu'à 6 mois l'allaitement et à partir de 6 mois, là, on commence à diversifier. Mais de 0 à 6 mois, les recommandations, c'est vraiment l'allaitement exclusif. Moi, quand j'ai eu mon bébé en Afrique du Sud, c'était la même chose. En fait, j'avais pas forcément envie d'allaiter et je savais pas forcément que en fait, je l'exposais à un risque. Enfin, je n'avais pas réalisé l'impact complet de pas le faire. Et donc ça dépend pas du milieu, qu'on soit riche ou pauvre. Bien sûr, c'est vraiment l'information. Moi, par exemple, là, je viens d'apprendre que c'était 6 mois. On m'a toujours dit, moi, c'est les 2 premiers allaitements qui sont très importants. Et ensuite, tu t'en fiches. Et j'ai toujours entendu ça. Comme quoi, c'est fou. Hein. Donc, l'information, faut jamais qu'elle arrête de circuler parce que finalement, du bouche à oreille, ça peut être transformé, ça peut rester totalement faux. Et donc, c'est super important de savoir tout ça. Et oui, est-ce que le lait maternel en poudre, c'est le même, c'est moins bien du coup, ça ne compensera pas? Bah, c'est pas la même chose. Si ça sort pas de la maman, c'est pas. D'accord. Bah, en fait, le même, c'est quand la maman, elle va tirer son lait et qu'elle va le donner en Europe, par exemple. Il y a plein de mamans ou partout dans le monde qui travaillent. Elles tirent leur lait avec un tire-lait et elles leur donnent au bébé ou la nounou le donne au bébé ou l'assistante maternelle le donne au bébé. Ça, c'est le lait de la maman. Donc, c'est les anticorps de la mère, effectivement. Après, les trucs en pharmacie, moi, je ne vous dirais pas que c'est à éviter, mais je vous dis juste que les recommandations, c'est vraiment de 0 à 6 mois, l'allaitement maternel exclusif. Parce qu'au fait, ici en Afrique, maintenant, on remarque qu'il y a une certaine campagne au niveau des hôpitaux qui incite les familles, au fait, à se rapprocher du lait artificiel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Il y a plein de campagnes dans ce sens-là où maintenant on demande aux femmes, oui, il faut payer des boîtes de lait, des trucs comme ça. Donc on a tendance aujourd'hui à avoir une certaine classe qui néglige ce volet d'allaitement là, des 6 premiers mois là, au profit des différentes marques de lait pour enfants de 0 à 6, de 0 à 1 an et tout. Donc c'est des choses vraiment, il faut remettre en quoi, je pense, au vu de tout le monde afin que ça puisse rentrer dans le comportement et dans l'attitude des parents, surtout des mères qui allaitent, parce que c'est elles-mêmes qui sont à la source même de l'évolution au niveau d'un nutriments de l'enfant. D'accord. Oui, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, Libéria, que toutes les femmes ne peuvent pas allaiter pour une raison ou pour une autre. Chacun fait ce qu'il peut. Mais moi, pour vous donner mon exemple, parce que du coup, j'ai vécu,
j'avais un travail assez prenant où je voyageais, j'étais obligée d'aller en mission. Ma fille avait moins de 6 mois et du coup, voilà, j'ai pas pu continuer à allaiter. C'est un peu pour revenir aussi sur la question de l'égalité, parce que si je ne faisais pas, bah, mon boulot, voilà, ça collait pas. Il fallait que je le fasse. Donc, c'est vrai qu'on on a du chemin à faire. Bien sûr, bien sûr. Je vois un peu dans les notes qui ont été mises, le forum Génération Égalité, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est en lien directement. Je suis curieuse, je lis un peu tout. Oulimata, est-ce que tu veux prendre la question du forum Génération Égalité? Je pense que oui. Je crois qu'elle est partie. Ouais. Ah, c'était pas du coup avec Unit Life. Très bien. Mais je peux en parler un petit peu. C'est en fait c'est quand Oulimata parlait tout à l'heure de la plateforme de Beijing, de l'engagement que les femmes ont fait à ce moment-là. En fait, le forum Génération Égalité, si vous voulez, c'est l'étape suivante. Voilà, il y a quelqu'un qui voilà. Ça s'inscrit dans la continuité des conférences organisées par l'ONU, justement pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Là, à la fin du mois, exactement du 30 juin au 2 juillet, le président Macron et la France accueillent le forum Génération Égalité. Et donc, c'est à ce moment-là que des engagements, déjà, ils vont faire le point, où on en est par rapport à ce qu'on a dit à Pékin en 95. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux? Et comment on peut mieux engager les choses? Voilà, donc c'est des grands forums et pour le cas de la France, pour le forum que le président Macron engage, ce qu'il a vraiment voulu, c'est apporter la jeunesse et la société civile. Donc, il y a beaucoup d'initiatives de la société civile qui seront mises en valeur, pour que ce soit pas juste une discussion entre leaders qui vraiment franchement ne sert à rien, mais que ce soit les citoyens du monde qui viennent et qui disent voilà ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Très bien. J'ai pas d'autres. Là pour l'instant, j'ai pas de questions qui me viennent. Est-ce que y a d'autres choses dont vous vouliez parler qui sont importantes? Peut-être comment les personnes sur le chat qui ont été touchées par la malnutrition, comment elles pourraient aider, mis à part s'engager. Quelles sont les possibilités? Déjà, juste, je vais faire un commentaire. Je vois que j'ai remarqué que sur la question de l'allaitement, contrairement à ce que j'aurais cru, il y a plein de commentaires des gens qui sont sur le chat. Je n'aurais pas cru que c'était un sujet qui m'intéressait autant. Donc, ça nous conforte, en fait, j'ai envie de dire, Unit-Life, nous, dans notre idée qu'il faut que ces sujets-là, on les amène chez tout le monde, y compris chez les gamers. Ce qu'on peut faire complètement aussi, c'est de donner. Ceux qui ont envie de s'engager financièrement et d'aider, ils peuvent le faire. Et il y a beaucoup d'organisations. S'ils veulent faire confiance à Unit Life, ils peuvent nous contacter. Ils peuvent aller sur le site internet, nous envoyer des messages. Ils peuvent aller sur le site internet et donner de l'argent. Ils peuvent décider, par exemple, de soutenir un projet en particulier qu'on finance. D'accord. Mais je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un mouvement. Tu vois, donc plus il y a de gens qui vont venir et qui vont dire comment je peux aider. Ah, mais j'ai une idée, je peux faire ça. Est-ce qu'à travers le jeu vidéo, par exemple, je peux créer est-ce que je peux vous aider, par exemple, à créer un jeu vidéo à travers lequel on pourra encore plus parler de cette question, parce que moi, c'est ce que je sais faire, et ben ça marche aussi. D'accord. Donc c'est vraiment très large. C'est vraiment très large en termes de possibilités pour aider à faire connaître cette maladie. Alors, Afia, en tant qu'experte, moi j'ai une question pour toi en fait. Je me la suis posée tout à l'heure et je me demandais comment quelqu'un peut faire pour savoir, par exemple, qu'il a atteint de la malnutrition chronique. Un adulte, par exemple. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a des examens à faire? Est-ce qu'il y a des tests à faire pour savoir que, par exemple, une personne a été victime ou bien victime de la malnutrition chronique? Alors, un adulte, bon, il est déjà adulte, mais en tout Justement. cas, c'est une maladie de l'enfant. Et comme je l'ai dit, c'est une maladie invisible, d'où le problème. Il y a un signe, c'est le retard de croissance. Donc, par exemple, quand on compare un enfant de 9 ans sain, quand tu regardes par rapport aux tendances du pays, de la génétique de cette population, avec un enfant de 9 ans atteint de malnutrition chronique, c'est clair que l'enfant a l'air plus jeune. Donc, c'est comme ça qu'après,
bon, on va pas, par exemple, dans les pays les plus touchés, on va pas aller faire des examens invasifs pour voir que oui, effectivement, tu manques de tel nutriment, tu manques de ça, et donc tu es malnutri chronique. Mais la manière dont on détecte, c'est vraiment la taille. Donc, il est plus petit de taille par rapport à un enfant de son âge. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, tu vois, à l'âge adulte, c'est un peu trop tard parce que tu peux pas vérifier la taille. Donc, c'est vraiment important qu'on regarde pendant que l'enfant est petit. Et c'est pour ça qu'on dit le chiffre par rapport aux enfants de moins de 5 ans. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites. Si je reviens juste sur l'impact économique, pour regarder un petit peu combien ça coûte au pays. Et par exemple, en Éthiopie, je me souviens bien du chiffre de l'Éthiopie, parce que le coût de la malnutrition chronique, c'est 16% du PIB. Ça veut dire que le pays perd 16% de son produit intérieur brut, de sa ressource, parce qu'il a beaucoup de malnutrition chronique. Et comment ça se calcule? C'est par rapport au coût d'opportunité perdu de tous les enfants qui ont été en échec scolaire. C'est par rapport au coût de la santé, parce qu'un enfant qui est atteint de malnutrition, c'est un enfant qui va être malade beaucoup plus souvent, donc il va coûter beaucoup plus cher au système de santé, qui va d'ailleurs mourir beaucoup plus souvent. Et ça se calcule aussi par rapport à la productivité. Parce qu'un enfant qui est atteint de malnutrition chronique, en tant qu'adulte, il va être moins productif. S'il est par exemple dans un pays agricole, il va être, et si en termes de récolte et tout ça, il va beaucoup moins produire et récolter. Parce qu'il est plus faible, il était malade quand il était enfant. Et quand tu mets tous ces coûts-là ensemble, tu vois que ça coûte extrêmement cher au pays. D'accord, c'est intéressant. C'était vraiment une question intéressante. Merci Madara pour cette bonne idée. Est-ce qu'on a des questions intéressantes sur le chat? Parce que je pense qu'on a abordé tous les points qu'on voulait. Merci à tous d'avoir suivi. Vraiment, si vous aviez des questions avant le petit questionnaire qu'on voulait vous faire pour voir si vous avez bien suivi, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nicolas, il y a une question qui demande justement, il y a deux questions intéressantes. Il y en a une qui demande, est-ce que la malnutrition chronique est aussi importante que d'autres sujets comme le climat, par exemple, ou la biodiversité? Et il y en a une qui dit, est-ce que dans l'univers gaming, on a pensé à développer des applications ou des jeux qui racontent des histoires, par exemple? Par exemple, sur la première question, oui, moi je dis, vu que c'est un sujet qui touche un enfant sur 5 dans le monde, je pense que c'est la deuxième menace existentielle de l'humanité. Mais après, effectivement, le climat, c'est un sujet très important, la malnutrition également, mais justement, elle n'a pas la même visibilité que le climat. Parce que le climat, voilà, aujourd'hui, c'est visible, on a réussi à donner l'importance que ça doit. Et la malnutrition, justement, on vient vers vous aujourd'hui pour qu'on arrive à ce même engagement pour la malnutrition. Est-ce qu'on a pensé à développer des jeux dans l'univers du gaming et tout ça? Ben, on y pense. On y pense. Je pense qu'on a eu quelques contacts pour essayer de réfléchir un petit peu à comment on peut en plus sensibiliser oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers des applications gaming. Et s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent nous aider ou qui ont des idées, ben, n'hésitez pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui aiment les jeux vidéo n'aiment pas forcément des jeux vidéo. Il y a beaucoup d'actions, mais aussi on va s'axer dans des jeux scénarisés où on doit faire des choix et c'est comme une série qu'on suivrait. Donc ça peut être intéressant. Oui, c'est ce genre de jeu qui plaît beaucoup aussi aux gamers. Ouais, c'est énorme hein, sur 5. Je suis totalement d'accord. En tout cas, je vais juste dire merci à toutes les personnes qui ont envoyé tous ces commentaires, et je vois que tout le monde est intéressé par le sujet. Je pense qu'on a eu raison, du coup. Merci Ligaya, franchement. Je vois les commentaires et ça se voit qu'il y a un intérêt, en tout cas une curiosité, quoi. Oui, bien sûr, mais j'en doutais pas du tout. Après, c'est vrai que j'ai eu peur au début parce qu'ils se me posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être pas fait mon travail comme il faut de renseignement avant sur qu'est-ce que l'ONU Femmes, qu'est-ce que Unit Life. Mais en tout cas, tous les curieux sont restés. C'est très bien. Merci à tous le chat. Est-ce qu'on passerait au petit questionnaire pour savoir si le chat a bien suivi? En fait, c'est un petit quiz qu'on a pensé à faire.
Le petit 1, c'est quelle est la période la plus critique à notre développement de croissance. Attendez, je vais faire les questions, je vais les écrire. Quelle est la période la plus critique à notre développement de croissance? Ah merde, j'ai passé de classe. Voilà, quelle est la période la plus critique? Je pense que vous allez comprendre. Petit A, c'était 100 jours. Petit B, c'était 1000 jours. Ou petit C, 10 000 jours. En fait, je vous explique à vous parce que c'est vrai que vous n'êtes pas forcément habitué à Twitch, mais là, je fais un sondage où ils peuvent répondre directement sur le live. Donc là, ils vont pouvoir voter. Je ne sais pas si vous voyez dans votre chat s'afficher. Et ils vont pouvoir voter et voir s'ils ont bien suivi. On a le nombre de personnes qui votent, entre parenthèses. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont bien suivi. Après, c'est facile, hein, si vous voyez tout le monde voter au même endroit. Question suivante. Ça va. Après, les prochaines, parce que j'avais pas pensé au nombre de caractères, les prochaines, je les mettrai dans le chat et vous allez juste répondre. On va voir qui répond en premier. Ça va être marrant. La question 2, c'est combien d'enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition chronique? Petit A, 1 sur 2, petit B, 1 sur 3 ou petit C, 1 sur 5. Donc, vous pouvez répondre, vous êtes rapide en fait. Vous avez vu, il suit bien le chat. Hein. Non, vraiment. Ah, il y a une erreur. Et bon, du coup, la question plus compliquée, quel est l'objectif du forum Génération Égalité? Là, c'est pour voir si vraiment vous avez bien suivi. Petit A, donner plus de pouvoir aux femmes. Petit B, accélérer le progrès en matière d'égalité entre femmes et hommes d'ici 2030. Ou petit C, donner plus de pouvoir aux jeunes. C'est compliqué comme question. Vous êtes sur le B? Est-ce que Assia pourrait nous donner la réponse? Oui, je crois que c'est le B. Hein. C'est le B. C'est le B. Ben voilà, les 10 000 jours, il y a 23, les 1000 jours, il y a 23%, 92% de personnes qui ont voté juste. Donc on a un chat qui a bien suivi l'histoire. Et petit B, vous avez bien suivi aussi, hein, Walina qui a été première à répondre. Mais le pouvoir aux jeunes, j'aime bien. Donner plus de pouvoir aux jeunes, on va y réfléchir. Et la dernière question, parmi les options suivantes, lesquelles peuvent être utilisées pour lutter contre la malnutrition chronique? Petit A, améliorer la qualité du régime alimentaire d'un enfant. Petit B, soutenir les femmes agricultrices. Ou petit C, réponse A et B. Il y a beaucoup aujourd'hui de femmes agricultrices, c'est ça, hein, notamment dans les pays qui sont le plus touchés. Oui. Oui, pays en voie de développement. Et du coup, comment ça se passe? Les hommes vont à l'école et les femmes vont faire un travail d'agriculture? Parce que j'ai pas vraiment le contexte du coup. En fait, les petites filles on va commencer peut-être au début. Plus de la moitié des agriculteurs sont des agricultrices. Donc il y a plus de femmes, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. D'accord, oui, bien sûr. Il y a des femmes qui sont des agriculteurs, mais le problème, c'est de poser un petit peu, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ben, par exemple, les hommes, ils ont plus facilement accès à un crédit pour planter et à des, quand on parlait du coup, l'agriculture un peu intelligente, parce que par exemple, quand on est au Niger et que c'est une région hyper sèche, pouvoir irriguer, pouvoir mettre en place des moyens intelligents pour que la récolte pousse. Et ça, les hommes ont beaucoup plus de facilité d'accès que les femmes. Donc c'est vrai que si on arrive à faire ça, on peut aussi permettre que les femmes aient plus de revenus.
si elles ont plus de revenus, elles vont mieux nourrir leurs enfants. D'accord. Eh bien, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. C'était super de vous avoir. Merci beaucoup. Je pense qu'avant de clôturer, ouais. j'ai une dernière question pour toi, Asia. On me demande tout juste à côté, est-ce qu'il y a une forme de sensibilisation conjointe contre la malnutrition chronique qui est faite entre Unit Life ou l'ONU avec les ministères de la Santé des pays africains? Alors, déjà, le premier responsable, c'est les pays africains. Chaque pays africain ou tous les pays, chaque pays est responsable de son destin, j'ai envie de dire. N'est-ce pas? Okay. Nous, on ne peut faire qu'accompagner ce que le pays décide de faire. Parce que c'est très important. C'est le ministère de la Santé qui décide, pas une organisation qui vient d'un autre pays, qui va venir lui dire au ministère, toi, fais ça comme ci, comme ça, comme ça. Par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une stratégie sur la nutrition, c'est une priorité de l'État. La vie, si je peux me permettre, je sais que c'est au niveau de la vice-présidence de la Côte d'Ivoire, et c'était une des priorités stratégiques, faire en sorte que justement il y ait moins de malnutrition chronique. Et ça passe par la sensibilisation. Donc je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'actions qui sont faites par l'État. L'État est le premier responsable pour justement parler aux communautés, faire en sorte qu'elles soient sensibilisées, faire en sorte que les mamans nourrissent bien leurs enfants, qu'elles aient de quoi nourrir bien leurs enfants, etc., etc. Donc le pays fait son travail. Et puis, on vient en appui. Si on peut venir avec plus de moyens pour aider à aller plus vite, par exemple, eh bien, on le ferait. Mais la première personne qui va agir, bien sûr, c'est l'État. Les États sont tout à fait capables de le faire. Super. Alors, je pense que Ligaya a dû partir au moment où tu répondais parce qu'elle n'a pas compris. Donc, moi, ça me servira bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le PDF qui m'a été transféré par rapport à la malnutrition. Je t'avoue que je ne connaissais pas. Tout à fait. Moi aussi, c'est vrai que je trouve que vous l'avez super bien présenté, ce petit document. C'est clair, net. En fait, j'aimerais savoir aussi, il est confidentiel, on peut le partager et tout, c'est pas... Vous pouvez le partager. Plus on diffuse l'information et mieux on fera les choses. Je vais le montrer tout de suite. En fait, c'était notre direction. Je pense que je vais mettre ça sur dans les différents groupes et les réseaux aussi pour qu'ils puissent prendre conscience de cette affaire de malnutrition. Tout à fait. C'est très important. Là, c'est les sujets au final les plus importants qu'il y avait à aborder. Qu'est-ce que la malnutrition, la nutrition et malnutrition, le lien entre nutrition, malnutrition et le développement, le rôle des femmes dans cette histoire. C'est pour ça qu'on avait ONU Femmes aussi avec nous. Le forum Génération Égalité dont on a parlé juste avant. Comment les gamers peuvent se manifester et comment savoir les avantages des jeux. Ah, t'avais vu ça? Je l'avais pas vu celui-là. Comment savoir l'amélioration du développement visuo-spatial des enfants qui réussissent bien dans les tâches spatiales? Si. C'est jusqu'à la fin. Pardon. Sont susceptibles d'obtenir de bons résultats dans les domaines STEM, Temple University 2012. En fait, c'est des petits tips à savoir sur qu'est-ce que le jeu vidéo apporte de bien, c'est ça? Ouais. C'est intéressant, j'avais pas vu cette partie. Ok. Donc voilà, oui, on a un super PDF que j'essaierai de partager sur les réseaux. Je vais me débrouiller pour, si vous voulez bien, évidemment. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai été un peu stressée parce que j'ai jamais participé à ce genre de conversation et en plus j'étais assez dans le rush juste avant, donc j'étais vraiment stressée. Merci à vous parce que vous m'avez mis vraiment à l'aise, et puis Madara, tu posais des questions très intéressantes auxquelles j'ai pas pensé. Merci beaucoup d'avoir répondu comme ça. Et merci au chat d'avoir été si curieux et de vous être pris au jeu dans cette petite discussion. Merci beaucoup Asia, et merci beaucoup Olimata qui est parti. Vraiment, c'était super. Merci de m'avoir
proposer de faire cette discussion parce que je pense que ça aide beaucoup et j'aime beaucoup débattre Énormément. en général sur mon chat. Là, d'avoir un appui comme ça avec des personnes qui savent ce qu'elles font et de quoi elles parlent, c'est juste parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tes followers, merci à toi, Asia. Je pense qu'on va échanger les contacts tout à l'heure et tout. Et puis, bien sûr, avec plaisir. Luttons tous contre la malnutrition. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, bonne journée à vous et bonne journée. On se dit à bientôt peut-être. À bientôt, effectivement. Au revoir. Au revoir. Hop, c'est bon. Voilà. Alors, ça vous a plu ou pas? Je vous avoue que j'étais très... Oula, pardon pour la musique. Très stressée à l'idée de l'idée cette conversation. C'était cool, ouais. Parce que c'est pas du tout mon genre et... Enfin, je suis pas à l'aise normalement, je suis en panique, je bégaye mais je me suis dit, je me lance, c'est quelque chose qui est important, c'est intéressant, ça va vous apprendre des trucs, moi aussi. Merci, ouais. Non, c'est pas du tout un nouveau concept d'émission. En fait, c'est tout simplement Unit Life qui m'ont contacté pour me dire voilà, on a un projet, on voudrait parler de la malnutrition chronique et de la position de la femme dans l'e-sport parce que en fait, ça, à la base, on venait pas pour parler de ça, mais finalement, ils bossent aussi pour ça. Donc, ils se battent pour l'égalité homme-femme et dans les jeux vidéo, c'est quelque chose on se bat au quotidien dessus, donc on avait pas mal discuté de ça auparavant, donc finalement on est allé un peu par-ci par-là. Tu pourras laisser la rediff, bien sûr, elle va pas partir, la rediff elle restera. Merci Skyzy. Donc je pense que c'est intéressant, c'est important d'en parler, c'est important. Moi je sais pas si vous savez, mais j'ai fait très peu de live caritatif parce que je sais pas, j'ai une sorte peut-être de j'ai besoin d'en savoir plus en fait plutôt qu'accepter tout de suite un truc auquel je connais pas et tout ça. J'ai vraiment besoin d'avoir des contacts directs pour savoir à qui on va donner de l'argent, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Là, c'était parfait pour moi parce que c'est pas une histoire où j'ai demandé à ma communauté d'aller verser de l'argent, mais juste de se renseigner sur qu'est-ce que c'est. Et ensuite, c'est à vous de faire votre chemin si vraiment c'est quelque chose qui vous a touché et tout ça. Mais je préfère ce côté-là, on est très libre dans le sens où c'est de l'information, et l'information, il n'y a que ça de vrai au final. Ça va et toi, Stéphane? Salut Miso. Attention, tu vas être connecté par des milliers d'associations et tu n'auras plus assez de temps pour le reste. Comment ça? Non, bien sûr que non. C'est pas quelque chose que je vais faire régulièrement. Après, si j'en fais de temps en temps pour vous mettre au courant de certaines choses qui se passent dans le monde, parce que c'est vrai qu'au final, c'est un truc auquel j'avais entendu parler. Donc, non, t'as pas raté d'œuvre caritative. T'as raté un débat sur la malnutrition avec ONU Femmes et Unit Life. Mais si tu veux, tu vas voir la rediff, c'était vraiment intéressant. Madara, qui est un joueur pro, je l'ai trouvé très pertinent dans ses questions. Je l'ai trouvé très professionnel. J'ai beaucoup aimé cet échange avec lui. Il posait des questions auxquelles j'avais pas du tout pensé et qui étaient limite évidentes en fait à poser. Donc non, c'était très cool. C'est très cool. Les gens, j'étais vraiment bien. Et puis tu sens que quand j'ai parlé, Oulimata nous parlait, tu sentais qu'elle était vraiment passionnée et impliquée en fait dans le fait d'aider le monde. C'est fou quand même. C'est les super héros de nos pays. T'as tout à fait le droit, Ziliane, il n'y a pas de honte. Ah, attendez, tac. Voilà. Mais oui, t'aurais pu, après peut-être qu'il y aura d'autres sujets sur lesquels on échangera plus tard. Il y a tellement de choses dans le monde auxquelles on pourrait parler en parler pendant des heures. Il y a tellement de problèmes et de choses à régler. C'est clair, t'aurais dû, franchement, c'est des gens qui sont directement sur le terrain, c'est ça qui est fou. On peut poser ce genre de questions, tu vois, quand nous on dit est-ce que c'est
est-ce que le véganisme peut apporter un problème parce qu'on ne sait pas encore comment gérer. Et elle me dit, mais écoute, dans ces pays-là, ils n'ont pas le choix. Enfin, ils mangent ce qu'ils ont. Et c'est là où tu te dis, ah oui, non, mais... Ah oui, retour à la réalité, en fait. Moi, dans mon supermarché, je suis là, j'y pense même pas, en fait. Et se mettre dans cette condition de se dire, mais oui, en fait, ils n'ont pas le choix là-bas. C'est quand même quelque chose de fort. Ah oui, d'accord, je comprends, Zidane. Bon, voilà. C'était la petite conversation Ça n'a pas duré longtemps, au final, hein. Ça n'a pas duré longtemps, on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps, je pense. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais dans le sujet. Bon, comme je vous dis, un peu stressée, mais non, j'ai vraiment aimé cette expérience. C'était cool. Quand j'ai vu la question sur le véganisme, j'étais en fait c'est une vraie question, ça. Mais en vrai, j'ai tellement pas pensé. J'ai lu la question en mode, bah ouais, ça peut être pertinent, tu vois, quelqu'un qui se lance dans le véganisme, il n'a pas forcément les codes parfaits de la nutrition. Mais je dis ça, mais c'est tellement naïf de ma part, étant donné que moi, c'est pas parce que je mange de la viande que j'ai les codes de la nutrition parfaite. Donc j'ai vraiment eu là, pour le coup, un côté très naïf. Et bon, bah, c'est comme ça qu'on apprend aussi, tu vois. Finalement, je me suis remise en question et me suis dit, oui, non, mais la question n'a même pas lieu d'être au final. Je reviens, je vais me chercher à boire parce que c'est vrai, le fait d'avoir parlé sans boire et tout, ça assèche la gorge. Et puis je reviens. À tout de suite. Quand elle a dit que la malnutrition, ça mettait, enfin, c'était les enfants qui étaient en général en échec scolaire, qui étaient plus petits. Ça me ressemble beaucoup quand même. J'ai demandé à ma mère ce qu'elle m'a donné les premiers jours parce que là, il y a une petite discussion à avoir. Est-ce que je suis en malnutrition chronique? Oui, c'est Crit Lab. Je la conseille très fortement. Moi, j'adore. Quand est-ce que j'aurai l'opportunité de te rencontrer? Bah, sûrement lors d'un meeting, vu que maintenant le Covid, on commence à revivre normalement, doucement, mais normalement. Doucement, mais sûrement, normalement. Peut-être qu'il y aura des événements qui vont se créer et qu'on pourra faire des meetings. Hop. Excusez-moi, je réponds au message. Sinon, tu t'es bien reposée, t'avais l'air exténuée hier. Ouais, ça va beaucoup mieux. Hier, j'étais vraiment claquée. Je pense que c'est la pression qui est redescendue, c'est les émotions aussi, parce que ça m'a pompé en fait l'énergie. Alors que, enfin, je me suis j'ai fait une grasse mat et tout hier, hein, mais je sais pas, j'étais vraiment claquée encore. Donc, là, ça va mieux. Meeting chez toi, allez hop, ouais, bah, bien sûr. C'est la vitamine B12 uniquement disponible via le monde animal. Si le véganisme est bien maîtrisé, il est loin d'être dangereux, il est bénéfique pour le corps. Non, mais oui, mais c'est clair. Hein. Non, mais je te dis, c'était totalement naïf de ma part de sortir un truc. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas assez réfléchi. Je suis trop spontanée des fois. J'ai vu sur Live d'Escasier qui sortait d'une grasse mat. Bon, je suis contente si ça vous a plu. Là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, figurez-vous qu'il y a une personne qui m'a dit joue à Valorant.
je joue à Valorant et j'ai dit ok.